Ma mère a dit, on ne vous invite que par pitié, alors ne restez pas trop longtemps. J'ai simplement souri, pris une gorgée de ma boisson et suis parti tranquillement. 2 semaines plus tard, ils ont découvert que j'avais vendu le chalet familial sur lequel ils comptaient tous pour les vacances d'été. Puis les relevés bancaires ont commencé à arriver. Leur compte joint était fermé, les impôts fonciers étaient impayés et une lettre d'avocat était en route. On ne vous invite que par pitié, alors ne restez pas trop longtemps. Les mots m'ont frappé alors que je posais mon verre, l'écho de la voix de ma mère, aiguë et désinvolte, a percé le bourdonnement des verres qui teintent et des rires polis. Pendant une seconde, j'ai cru l'avoir mal entendu, que peut-être la musique et le grondement sourd de la conversation avaient déformé ses paroles. Mais ensuite, le rire de ma sœur a retenti d'un son rapide et aigu comme le marteau d'un juge qui tombe et j'ai su que j'avais bien entendu. Ma mère s'est penchée, sa main parfaitement manucurée reposant sur le dossier de la chaise de ma sœur, son bracelet en diamant attrapant la lumière du lustre. Elle se retournait déjà vers le groupe, me congédiant aussi facilement que si elle venait d'écraser une mouche agaçante. J'ai senti les yeux de la femme de mon frère sur moi, ce regard narquois et de biais qu'elle me lançait toujours, comme si elle m'évaluait et me trouvait défaillant. Mon frère, ses bras passés possessivement sur son épaule, a souri et a pris une autre gorgée de son scotch coûteux, sa montre scintillant dans la lumière tamisée. Ils étaient tous au courant, chacun d'eux. J'ai simplement souri et pris une gorgée lente et délibérée de mon whisky, laissant la chaleur se répandre dans ma gorge. Je ne me suis pas donné la peine de répondre. Quel était l'intérêt? J'avais entendu ces petites piques toute ma vie, senti la condescendance mijoter sous leur conversation mondaine parfaitement orchestrée. Cela me dérangeait autrefois, à l'époque où je pensais pouvoir gagner leur respect, ou au moins leur acceptation. Mais ce navire avait appareillé il y a longtemps. J'ai posé mon verre sur le bar en acajou poli et j'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. La maison était comme je m'en souvenais, des meubles de bon goût et des œuvres d'art soigneusement choisies. Chaque recoin était le reflet de l'image soigneusement cultivée de mes parents. J'avais autrefois eu l'impression d'être chez moi, mais maintenant, j'avais l'impression d'être entré par erreur dans un musée. Je suis parti sans un mot, glissant par la porte latérale dans l'air froid de la nuit. Mes pas résonnaient sur le chemin de pierre qui menait à l'allée. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche, probablement un autre texto de groupe de ma sœur ou un rappel de dernière minute pour l'anniversaire d'un cousin. Je l'ai ignoré et je suis monté dans ma voiture, agrippant le cuir froid du volant. En m'éloignant, l'amertume des paroles de ma mère s'est transformée en une colère lente et sourde. Mais il y avait quelque chose d'autre en dessous, une sorte de clarté. Il pensait que j'étais le mouton noir, l'échec familial. Très bien. Je jouerais ce rôle s'ils le voulaient, mais à mes conditions. J'en avais assez d'être la cible de leurs blagues, la pensée après coup à chaque réunion de famille, celle qu'ils pouvaient congédier d'un rictus et d'un sourire étroit et condescendant. Au moment où j'entrais dans l'allée de mon appartement, un plan commençait déjà à se former au fond de mon esprit. Quelque chose de lent et de méticuleux, le genre de longue partie qui démêlerait leur vie parfaitement planifiée, un fil à la fois. Le lendemain matin, j'ai appelé Dan, mon avocat. Il était tôt, mais il me devait une faveur. Nous avions conclu une transaction immobilière délicate quelques années auparavant, et je savais qu'il serait prêt pour le genre de travail silencieux et impitoyable que j'avais en tête. Lorsqu'il a répondu, sa voix était grognon et légèrement agacée, j'ai simplement souri. « Salut Dan, tu te souviens de ce d'achat familial que mes parents ont mis à mon nom il y a des années? Je crois qu'il est temps d'apporter quelques changements. » Je n'ai pas perdu de temps. Le lendemain de la fête, je me suis réveillé avec un mal de tête. Mais ce n'était pas à cause du whisky. C'était l'écho des paroles de ma mère, le rire narquois de mes frères et sœurs, les sourires étroits et condescendants qu'ils m'ont lancés, comme s'ils m'avaient tout compris. Pitié. C'est ce qu'ils ressentaient pour moi, ou comme si j'étais une sorte de cas de charité familiale qu'ils trimballaient pour se sentir mieux. Je me suis levé, j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage et je me suis assis à ma table de cuisine. Sa petite surface rayée était recouverte d'un mélange de courrier indésirable d'hier et d'une vieille tache de café que je n'avais jamais pris la peine d'essuyer. J'ai pris un carnet et un stylo, le même que j'utilisais pour griffonner des notes sur des projets indépendants, et j'ai commencé à faire une liste. Pas une diatribe. Pas de fantasme de vengeance puérile. J'avais dépassé cela. C'était un plan froid, calculé et attendu depuis longtemps. Le premier élément que j'ai noté, en grosses lettres nettes, vendre le d'achat. J'avais presque oublié. Le d'achat familial, un chalet confortable à 2 étages au bord d'un lac à environ 2 heures de la ville, légué par mes grands-parents. C'était un endroit spécial quand j'étais enfant,
plein de souvenirs d'été, des parties de pêche avec mon grand-père, des feux de camp qui crépitaient tard dans la nuit, le goût sucré et fumé des guimauves brûlés. Mais mes parents en avaient discrètement pris le contrôle il y a des années, le traitant comme leur retraite d'été personnelle, un endroit pour les barbecues familiaux et les longs week-ends avec des amis. Alors que je n'étais presque jamais invité, ils l'utilisaient sans hésitation, tout comme ils m'utilisaient comme la chute de leur blague familiale. Mais le titre était à mon nom, un fait que j'avais surtout ignoré par un sentiment déplacé de loyauté familiale. J'ai trouvé le numéro de mon avocat, Dan, et j'ai appuyé sur appeler. Il a répondu au 3e coup de fil, sa voix rauque et grognon, comme si je l'avais tiré d'un sommeil profond. Tom, que se passe-t-il? Il n'est même pas 8 heures du matin. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, regardant la lumière grise filtrer à travers les stores fins de mon appartement. Je veux vendre le Dacia, celui que mes grands-parents m'ont légué. Il y a eu une pause, et je pouvais pratiquement l'entendre froncer les sourcils de l'autre côté du fil. La maison familiale? Celle sur le lac Marlowe? Je pensais que vos parents l'utilisaient. J'ai senti un petit sourire amer se dessiner sur mon visage. Ils le font, mais le titre est à mon nom, et j'en ai fini de les laisser le traiter comme leur lieu de vacances personnel. Je veux qu'il soit vendu rapidement. Dan a hésité, probablement en pesant le pour et le contre. Il connaissait ma famille, il avait assisté à certaines de nos réunions lorsque j'essayais encore de maintenir les apparences. Il comprenait la dynamique, les pics subtils, les jeux de pouvoir. Très bien, a-t-il finalement dit, son ton changeant pour devenir plus professionnel, plus concentré. Je peux le faire. Nous devons le faire discrètement si vous ne voulez pas qu'ils en aient vent avant qu'il ne soit trop tard. C'est le plan, ai-je répondu, ouvrant déjà le vieux classeur en métal à côté de mon bureau. J'ai fouillé dans les dossiers, feuilleté de vieilles déclarations d'impôts et des factures de services publics jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais, l'acte original, le papier jauni et légèrement froissé qui portait encore la légère et réconfortante odeur de cèdre du vieux coffre de mes grands-parents. J'ai passé le reste de la matinée à numériser des documents, à vérifier les papiers et à signer tout ce que Dan m'envoyait. Je voulais que ce soit fait avant que ma famille n'ait le temps de cligner des yeux. Je les imaginais arriver au Dacia en plein été, avec leur VUS pleine de glacières et de chaises de jardin, pour ne trouver qu'une nouvelle famille sur le porche, leur faisant signe poliment pendant qu'ils déchargeaient leurs propres effets personnels. Dans l'après-midi, Dan m'a envoyé un texto, j'ai tout. Je vais le mettre en vente demain. Vous êtes sûr d'être prêt pour les conséquences? J'ai souri, regardant les mots sur l'écran fissuré de mon téléphone. Prêt pour les conséquences? Il n'avait aucune idée de ce que je prévoyais. J'ai posé le téléphone, je me suis penché en arrière dans ma chaise qui craquait et j'ai laissé la satisfaction de cette première étape me submerger. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, bien que ce serait un joli bonus. Il s'agissait de secouer les fondations de leur monde parfaitement poli, de leur faire réaliser qu'ils ne pouvaient pas continuer à m'écarter comme une blague familiale. J'ai repris mon stylo et j'ai griffonné l'élément suivant sur ma liste, celui qui enverrait vraiment une onde de choc à travers leur vie étroitement tissée, conjoint. Ce n'était que le début. La vente du Dacia était la première fissure, mais je voulais m'assurer que toute la structure s'effondrerait. J'avais passé trop d'années en tant que fils silencieux et négligé, celui qu'ils toléraient à peine par un sentiment tordu d'obligation familiale. Il était temps d'arrêter d'être leur chute. Après avoir envoyé les papiers du Dacia, je me suis assis pour m'attaquer à l'élément suivant de mon plan, les comptes joints. Mes parents utilisaient mon nom depuis des années, me faisant participer à diverses dispositions financières sans hésitation, me traitant comme une signature supplémentaire pratique lorsqu'il leur convenait. Cela avait commencé alors que j'étais encore à l'université, un prêt automobile co-signé ici, une facture de service public partagée là. De petites choses qu'ils avaient insisté pour dire qu'elles étaient simplement pratiques. Bien sûr, ils n'avaient jamais mentionné que certains de ces comptes existaient toujours, mais je me souvenais de chaque appel téléphonique que j'avais reçu de la banque au fil des ans, de chaque courrier qu'ils avaient accidentellement transféré à mon petit appartement. Et s'il y avait une chose que j'avais apprise de ma famille, c'est que l'argent était leur véritable langage d'amour. J'ai passé une bonne heure à fouiller dans de vieux courriels et des relevés bancaires, reconstituant une image approximative des habitudes financières de mes parents. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que certains de leurs comptes joints portaient encore mon nom. Et plus que cela, certains des comptes liés aux services publics et aux impôts fonciers du Dacia étaient également à mon nom. C'était tout l'avantage dont j'avais besoin. J'ai rappelé Dan. Salut, c'est moi, ai-je dit lorsqu'il a décroché. J'ai besoin que tu creuses un peu plus profond.
Je veux savoir exactement quel compte porte encore mon nom, et je veux qu'il soit fermé. Tous. Dan a sifflé doucement. Tu vas vraiment pour la jugulaire, hein? Très bien, je peux obtenir les dossiers. Cela pourrait devenir compliqué. Compliqué, c'est parfait, ai-je répondu, me penchant en arrière dans ma chaise et tapotant mon pouce sur le bord de mon bureau dans un rythme lent et content. Assure-toi juste que ça les frappe là où ça fait mal. Au cours de la semaine suivante, j'ai regardé les rouages commencer à tourner. Les notifications bancaires ont commencé à affluer de petites alertes numériques qui ont marqué le démêlage lent et méthodique de leur réseau financier. D'abord, le compte chèque joint que ma mère avait discrètement gardé ouvert à nos deux noms, un vestige d'un achat de voiture oublié il y a des années. Puis les impôts fonciers sur le d'achat. Sans ma signature sur le compte, les retraits automatiques ont été refusés, déclenchant une série de courriels de plus en plus effrénés de mes parents, que j'ai dûment ignorés. 2 jours plus tard, mon frère m'a envoyé un texto. Son message était court et ruisselait de la supériorité à peine dissimulée qu'il exsudait toujours. « Salut, maman et papa disent que certains comptes ne fonctionnent pas, as-tu fait quelque chose? Appelle-les. » Je les laissais non lus. Je les imaginais assis autour de leur table à manger impeccable, les photos de famille soigneusement disposées les regardant comme des témoins silencieux et critiques. J'imaginais ma mère, ses doigts parfaitement manucurés tapant impatiemment sur son téléphone. Mon père, penché en arrière dans son fauteuil en cuir, son visage se contractant en réalisant combien de contrôle il avait perdu. Je me suis penché en arrière dans ma propre chaise, un léger sourire se dessinant sur mon visage alors que j'écrivais la ligne suivante sur ma liste croissante, appeler un avocat au sujet du testament. Ils avaient commencé cette guerre, mais j'avais l'intention de la terminer. Après la clôture des comptes et la signature des papiers du d'achat, j'ai senti le vent tourner. J'imaginais mes parents assis dans leur salon immaculé, ma mère serrant son téléphone, la mâchoire de mon père se contractant à chaque avis de paiement refusé. Je les connaissais assez bien pour imaginer la scène, la façon dont ils se chuchoteraient vivement l'un à l'autre, la voix de ma mère montant, mon père essayant de garder le contrôle, son humeur mijotant juste sous la surface. Mais je n'en avais pas encore fini. J'avais une carte de plus à jouer, une qu'ils ne verraient pas venir, le testament. Je n'y avais jamais beaucoup réfléchi. Je pensais que tout ce qu'ils avaient serait divisé entre nous, les enfants, mon frère obtenant la part du lion en tant que fils d'or de la famille. Mais après la fête, après le d'achat et les comptes, j'ai réalisé que j'avais une chance de niveler un peu le terrain de jeu, peut-être même de le pencher en ma faveur. J'ai fouillé dans mes courriels et j'ai trouvé les coordonnées de l'avocat de la succession familiale, un requin aux cheveux gris nommé Harris. Il était l'avocat de mon père depuis des années, un habitué de chaque événement familial, acquiesçant silencieusement pendant que mes parents se vantaient de leurs investissements et des derniers succès de carrière de mon frère. Je l'avais toujours trouvé légèrement intimidant, avec ses costumes parfaitement taillés et son regard mince et désapprobateur. Mais je savais qu'il avait un vif sens de l'autopréservation, ou le genre d'avocat qui abandonnerait un client en un clin d'œil s'il voulait éviter des problèmes. Je l'ai appelé le lendemain matin, mon café fumant encore sur le comptoir. Il a décroché au 2e coup de fil, son ton vif et professionnel. « Tom, que puis-je faire pour vous ?» Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, regardant quelques pigeons picorer des miettes sur la cage d'escalier à l'extérieur de ma fenêtre. Je veux parler du testament, de la succession familiale. Je veux m'assurer que tout est en ordre. Il y a eu une pause, juste assez longtemps pour que je l'imagine se redresser, le craquement de son fauteuil en cuir coûteux résonnant dans son bureau. « Avez-vous une préoccupation particulière, Tom ?» a-t-il demandé prudemment, son ton changeant légèrement, comme s'il essayait de déterminer s'il ne s'agissait que d'un contrôle de routine ou du début d'un champ de mine juridique. « Je veux juste m'assurer que mes intérêts sont protégés, ai-je dit, gardant ma voix calme, presque ennuyée. Vous savez, au cas où il y aurait des surprises plus tard. » Il a hésité, et je pouvais presque entendre les rouages mentaux tourner. Harris était un professionnel, un homme qui prospérait en contrôlant les récits et en gérant les drames familiaux, mais je pouvais sentir l'inquiétude s'infiltrer dans sa voix. « J'aimerais organiser une réunion, a-t-il finalement dit. Nous pouvons tout examiner et nous assurer que vos droits sont clairs. Parfait, ai-je répondu, un petit sourire satisfait se répandant sur mon visage. Faisons ça. J'ai raccroché, ressentant une étrange et électrique excitation me parcourir. Je n'étais plus le fils passif et négligé, la pensée après coup de la famille. Je retournais leur monde soigneusement construit sens dessus dessous, un mouvement calculé à la fois. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de ma sœur, maman panique. Qu'est-ce qui ne va pas avec le d'achat ?
Appelle-moi. Je l'ai laissé non lu, mon sourire s'élargissant tandis que je me versais un verre. Je les imaginais le cercle restreint de ma famille essayant frénétiquement de comprendre ce qui se passait. Leurs plans soigneusement élaborés se défaisant plus vite qu'ils ne pouvaient les réparer. Ils m'avaient mis de côté pendant des années, me qualifiant de mouton noir, de l'échec familial. Mais maintenant, ils commençaient enfin à comprendre ce qui se passe lorsque l'on accule quelqu'un et que l'on le pousse trop loin. Je me suis assis en arrière et j'ai laissé le goût amer et piquant du whisky persister sur ma langue. Ce n'était que le début. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour que les conséquences commencent. 2 jours après mon appel avec Harris, j'ai reçu une série de messages vocaux effrénés de ma mère. Sa voix était tendue, chaque message était un peu plus désespéré que le précédent. Le premier était soigneusement contrôlé, ses mots coupés et vifs, « Tom, c'est ta mère. Nous devons parler du Dasha. Appelle-moi dès que tu reçois ce message. » Le deuxième, quelques heures plus tard, avait un léger tremblement, « Tom, je ne sais pas ce que tu penses faire, mais ça devient hors de contrôle. Tu ne peux pas simplement vendre le Dasha sans nous parler. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Au troisième message, son calme avait complètement disparu, « Tom, c'est ridicule. Tu dois m'appeler. Ce n'est pas seulement ta décision. Nous sommes une famille. » Je les ai laissés, la bulle de notification rouge sur mon téléphone grossissant à chaque heure qui passait, chaque appel ignoré ajoutant de l'huile sur le feu. Puis mon frère a essayé. Il a appelé 3 fois avant d'envoyer enfin un texto direct et en colère, « Qu'est-ce que tu fais, Tom? Tu foires tout. Appelle maman maintenant. » Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai siroté mon café en relisant son message. C'était agréable de voir les fissures commencer à se former, de savoir que mes points de pression soigneusement placés commençaient à faire mouche. Plus tard cet après-midi-là, Dan m'a envoyé une rapide mise à jour par texto, une offre est arrivée pour le Dasha. Acheteur sérieux avec de l'argent liquide. Je continue. J'ai répondu par un simple « fais-le ». Au fil de la journée, je pouvais presque sentir le chaos se construire de l'autre côté de la ville, ma famille luttant pour reprendre le contrôle d'une situation dont elle ne réalisait pas qu'elle la perdait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tard dans la nuit, alors que le soleil se couchait derrière les toits de la ville et que des ombres se glissaient sur les murs de mon appartement, la sonnette de ma porte a retenti, un son dur et furieux résonnant dans le couloir silencieux. J'ai posé mon verre et je suis allé à l'interphone, m'attendant à moitié à ce qu'un de mes voisins se plaigne de la musique forte venant de l'appartement du dessous. Mais lorsque j'ai appuyé sur le bouton, la voix de mon frère a craqué dans le petit haut-parleur, « Ouvre, Tom. Nous devons parler. » J'ai hésité, ma main sur le bouton, mon esprit parcourant les résultats possibles. Mais j'étais allé si loin. Il était inutile de reculer maintenant. Je l'ai fait entrer et j'ai laissé la porte légèrement entr'ouverte, les vieilles charnières grinçant pendant que je reculais et croisais les bras, attendant. Quelques instants plus tard, mon frère est entré, le visage rouge, la mâchoire serrée, la tension se dégageant de lui par vagues. Il a jeté un coup d'œil rapide à mon petit appartement encombré, son nez se froissant légèrement comme si les meubles dépareillés et les étagères débordantes de livres étaient un affront personnel. Il a refermé la porte derrière lui d'un clic sec et s'est tourné vers moi, les yeux plissés. « Qu'est-ce qui se passe, Tom ?» Je me suis penché en arrière contre le mur et j'ai croisé les bras, mon expression calme. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Il a laissé échapper un rire sec et sans humour et s'est passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Ne fais pas l'innocent. Le Dasha, les comptes ? Maman est devenue folle pendant des jours. Elle parle d'engager un avocat. » J'ai haussé les épaules, le mouvement lent et délibéré. Elle peut le faire si elle veut, mais le Dasha est à mon nom. Il l'a toujours été. Son visage s'est contracté, un muscle de sa mâchoire tremblant. Cet endroit est pour la famille, Tom. Tu ne peux pas simplement nous le vendre sous le nez. J'ai croisé son regard, mes propres yeux froids. Drôle, je ne me souviens pas que quelqu'un ait demandé mon avis lorsqu'ils l'ont utilisé pendant des années sans même me le dire. Je n'ai jamais entendu personne se plaindre à ce moment-là. Il s'est approché, ses mains serrées en poing. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait réellement me frapper. Mais ensuite, il a juste laissé échapper un grognement frustré, s'est retourné sur ses talons et a fait les 100 pas dans le petit salon. Ses yeux ont balayé l'ancien canapé affaissé, les cadres photos tordus sur le mur, la table basse ébréchée sur laquelle étaient empilés de vieux magazines. Il s'est retourné vers moi, sa voix profonde et aiguë. « Que veux-tu, Tom ? De l'argent ? Est-ce que c'est ça ?
Dis-moi simplement de quoi il s'agit, et peut-être pourrons-nous trouver un arrangement. J'ai senti un sourire lent et amer se répandre sur mon visage. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect. Quelque chose qu'aucun d'entre vous ne m'a jamais donné. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais je l'ai interrompu, ma voix s'élevant pour la première fois. Vous m'avez tous mis de côté il y a longtemps. Vous m'avez traité comme l'embarras familial, l'échec. Mais vous avez oublié une chose, il a fait une pause, ses yeux se plissant, la tension dans la pièce assez épaisse pour être coupée. J'ai toujours une part de cette famille, ai-je dit, ma voix ferme. Et je reprends ce qui est à moi. Pendant un long et lourd moment, nous nous sommes simplement regardés, le silence s'étirant entre nous comme un fil tendu prêt à casser. Enfin, il s'est détourné, marmonnant quelque chose en tendant la main vers la poignée de la porte. Il l'a brusquement ouverte, le vieux bois grinçant en signe de protestation, et il est sorti sans un autre mot, la porte claquant derrière lui. J'ai laissé échapper un long soupir, l'adrénaline se drainant lentement de mes veines, et je me suis versé un autre verre. Il voulait un mouton noir? Très bien. Je leur montrerai exactement à quoi ça ressemblait. Une semaine après la visite non annoncée de mon frère, le vrai chaos a commencé. Je me suis réveillé avec une série de notifications sur mon téléphone, des appels manqués, des textos effrénés, quelques messages vocaux à peine cohérents. Cela ressemblait à la version numérique d'une cloche d'alarme, un signal que la pression que j'avais construite avait finalement atteint son point de rupture. Je me suis roulé hors du lit, je me suis frotté les yeux et j'ai vérifié mes messages. D'abord un texto de ma sœur, maman panique. Appelle-moi maintenant. Puis un autre, quelques minutes plus tard, que as-tu fait? Papa parle de te couper complètement. Sérieusement, appelle-moi. J'ai souri et j'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant que je commençais mon café. Je m'attendais aux réactions négatives, à la tentative désespérée de réparer leur image familiale parfaite. Mais cela arrivait plus vite que je ne l'espérais. Pendant que le café dégoulinait dans la cafetière, remplissant la petite cuisine de son arôme amer, j'ai ouvert mon courriel et j'ai trouvé un message de Dan, vente d'achat conclue, fonds transférés. Une belle somme d'argent. Appelle-moi quand tu as une minute. Je me suis penché en arrière contre le comptoir, un sourire lent et satisfait se répandant sur mon visage. Il ne s'était même pas encore aperçu qu'il était parti. J'ai pris mon café, j'ai pris une longue et lente gorgée, et j'ai finalement appuyé sur lecture sur le dernier message vocal de ma mère. Sa voix a craqué dans le haut-parleur, haute et tendue, une note de panique que je n'avais pas entendue de sa part depuis des années. Tom, ça suffit. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais c'est ridicule. Le d'achat est à nous. C'est pour la famille, et tu n'avais pas le droit de le vendre sans nous parler. Rappelle-moi maintenant. J'ai raccroché, le message vocal résonnant encore dans mes oreilles. Elle avait l'air effrayée, véritablement paniquée ou une fissure dans sa façade habituellement imperturbable. Puis, juste au moment où j'allais prendre une autre gorgée de café, la sonnette de la porte a retenti. Je me suis figé, la tasse à moitié portée à mes lèvres, mon cœur faisant un rapide sursaut. J'ai posé la tasse, j'ai traversé le petit salon et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Oui. C'est papa. Ouvre. J'ai hésité, mon pouce sur le bouton d'ouverture de la porte. Je n'avais pas vu mon père depuis des mois ou pas depuis un dîner de Thanksgiving tendu et inconfortable où il avait passé tout le repas à parler de la dernière transaction commerciale de mon frère et des enfants parfaits de ma sœur. Mais je l'ai fait entrer. C'était une confrontation à laquelle je m'attendais, et une partie de moi avait presque hâte de la vivre. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte et mon père est entré. Ses yeux étaient vifs, sa mâchoire serrée. Il a jeté un rapide coup d'œil critique à mon petit appartement, son regard balayant les meubles dépareillés, les étagères encombrées, la pile de courriers non ouverts sur le comptoir. Il a refermé la porte derrière lui, le clic sec résonnant dans le silence. Nous devons parler, a-t-il dit, son ton bas et mesuré, la voix d'un homme habitué à être au contrôle. J'ai croisé les bras et je me suis penché en arrière contre le mur, mon expression calme. Très bien. Parle. Il s'est approché, ses yeux se plissant. Qu'est-ce que tu penses faire vendre le d'achat, nous couper des comptes? Tu as fait une grosse erreur, Tom. J'ai croisé son regard et j'ai refusé de flincher. Non, papa. L'erreur a été de me traiter comme si je n'avais pas d'importance pendant des années. Comme si j'étais juste une pensée après coup, un raté que tu devais tolérer.
Je corrige juste ça. Sa mâchoire s'est contractée, un muscle se contractant sur sa joue. Il s'agit d'argent, n'est-ce pas? Tu veux une plus grosse part de l'héritage? C'est ça? J'ai laissé échapper un court rire amer. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect. De ne plus être le souffre-douleur de la famille. Pendant un long moment tendu, nous nous sommes simplement regardés. Le silence entre nous était épais et étouffant. Enfin, il a rompu le contact visuel, ses épaules s'affaissant légèrement, le feu dans ses yeux s'éteignant comme s'il avait finalement réalisé à quel point il avait mal calculé. Très bien, a-t-il dit doucement, sa voix teintée d'une amertume que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu as fait passer ton message. Je me suis redressé, mon pouce accélérant. Non. Je ne fais que commencer. Il s'est retourné sans un autre mot, a brusquement ouvert la porte et est sorti dans le couloir, la porte claquant derrière lui avec un coup sec et final. Je suis resté là pendant un long moment, regardant la porte, l'écho de ses pas s'estompant dans le couloir. J'ai senti un étrange calme inattendu s'installer sur moi, un profond et satisfaisant sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis des années. Alors que je retournais dans la cuisine pour terminer mon café, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto de ma sœur, puis un de mon frère. Les messages étaient plus courts maintenant, moins exigeants, presque nerveux, parlons. Nous pouvons arranger ça. Maman veut s'excuser. Appelle-la juste. J'ai pris une autre gorgée lente de mon café, savourant le goût riche et amer, et j'ai posé la tasse avec un cliquetis satisfait. Il m'avait sous-estimé, m'avait mis de côté, m'avait rayé de la liste en tant que mouton noir. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir enfin pris ma place dans la famille à mes propres conditions. Et s'il voulait mon pardon, ma coopération, mon respect, il devrait le gagner.